Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild, c'est quand même incroyable. J'en ai rien à battre. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme? Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. Non, l'un des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Vous le savez, chaque semaine avec Rudy Reichstad et Tristan Mendès France, nous nous plongeons dans la nébuleuse complotiste pour vous aider à vous y retrouver. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir François Jost. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes sémiologue, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne. Vous êtes le fondateur du Centre d'études sur les images et les sons médiatiques. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur l'image et sur les médias. Vous avez publié fin 2020 Médias, sortir de la haine aux éditions du CNRS. Et vous venez de publier Est-ce que tu m'aimes, de la parodie à la pandémie numérique, toujours chez CNRS Éditions. Nous y deviendrons évidemment en détail dans la deuxième partie de l'émission, mais n'hésitez pas à intervenir tout au long des sujets d'actualité qui regorgent cette semaine d'eux-mêmes. Premier sujet cette semaine, il s'appelle Martial Lanoir, il est âgé de 50 ans et il est le principal suspect d'un meurtre qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, boulevard de Clichy à Paris. Il a tiré une balle à bout portant dans la tête d'un individu qui est mort sur le coup. Martial Lanoir était connu des services de renseignement généraux comme membre de la mouvance complotiste d'extrême droite. Il avait même été invité chez Cyril Hanouna dans le public. Rudy, tu peux nous en dire plus sur ce profil justement de ce principal suspect? Comme tu le notes à l'instant, alors invité dans le public, je ne sais pas s'il était invité, en tout cas il était dans le public, il avait pris la parole au printemps 2020, à l'époque, pas au printemps d'ailleurs, en septembre 2020, septembre 2020, avec des propos très anti-pass sanitaire, anti-masque. Alors il faut d'ailleurs noter qu'aujourd'hui c'est la fin de l'obligation du port du masque dans les transports en commun, donc tous ceux qui nous promettaient l'apocalypse, qui nous expliquaient que c'était une méthode de contrôle social, une muselière et que sais-je, en sont pour leurs frais, quoi. Hein. Mais c'est le moment pour eux maintenant de le remettre, hein, pour voilà, pour contester, contester la fin de l'obligation. Mais donc il était anti-masque et il s'était exprimé notamment sur le plateau de Cyril Hanouna en dénonçant un gérontocide. En fait, il faisait référence à l'utilisation du Rivotril pour sédater des personnes en fin de vie incurable pendant le confinement, le premier confinement au printemps 2020, qui est un thème aussi qui jusqu'à aujourd'hui continue à circuler, l'idée qu'on aurait euthanasié nos personnes âgées. Bon. Et en fait, c'est une figure effectivement connue de la mouvance essentiellement soralienne. En fait, complotiste soralienne. Il dénonçait François Hollande comme un vassal de Netanyahou. Il a des références antisémites négationnistes. Je renvoie au très bon papier de Samuel Laurent dans Le Monde, daté d'hier. Des propos très anti-migration aussi, ce qui fait le lien d'ailleurs avec le sujet de tout à l'heure sur Peyton Gendron. Et il relayait aussi des contenus issus du CNT d'Éric Ciotti. Le CNT, c'est c'est pas la Confédération nationale du travail, mais c'est le Conseil national de transition français, créé par un naturopathe, Éric Ciotti, qui a été écroué quand même dans une affaire de tentative de meurtre d'Emmanuel Macron, liée à l'ultra-droite. Avec des velléités putschistes un peu. Avec des velléités putschistes. En 2015, Éric Ciotti avait organisé un rassemblement devant l'Assemblée nationale pour faire un putsch. Voilà, on est dans cet univers-là. On sait que Aïssa Mobala, haute figure, était très proche, tracté pour le CNT. Bon, je ferme la parenthèse. Des liens également de Martial Lanoir avec Chloé Framery, complotiste suisse bien connue, Farida Belgoul également, ancienne militante antiraciste dans les années 80, qui est passée chez Soral, qui est à l'initiative des fameuses journées de retrait de l'école en 2014, qui était en lien d'ailleurs... Les ABCD de l'égalité, c'est ça? Exactement, exactement. Donc elle incitait les familles à retirer leurs enfants de l'école publique et de faire l'école à la maison. D'ailleurs en lien avec Rémi Daillé,
On est quand même dans un petit monde. Lui aussi impliqué dans une affaire de terrorisme. Et puis, alors, on apprend aussi que Martial Lanoir considérait Didier Raoult, le professeur Raoult, comme le représentant d'une opposition contrôlée. Opposition contrôlée, c'est un terme qui revient très souvent, c'est l'idée que des gens qui devraient être nos alliés sont en réalité des pantins qui sont là pour amuser la galerie et orienter la colère populaire. Et là, on a encore, c'est toujours la même chose, mais on a le symptôme quand même d'un profil qui se répand dans un environnement dans lequel on retrouve assez régulièrement les mêmes figures. Et on a un individu qui a basculé, qui est ce type de profil probablement psychologiquement un peu fragile, peut-être, je ne vais pas faire de psychologisation de bas étage, mais bref, en tout cas, on voit bien que toute cette nourriture complotiste est l'aliment qui permet à certains individus de se radicaliser à un point extrême. Donc, pas plus loin, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce meurtre, on ne connaît pas les motivations, mais bon, on a quand même une trajectoire assez inquiétante, encore une fois, de quelqu'un qui vient tambouiller, qui vient nager dans une tambouille complotiste et qui, à un moment donné, pète un câble ou bascule dans l'action violente. Et puis, il faut signaler qu'en moins de 2 mois, c'est le 2e meurtre commis par un militant d'extrême droite. Loïc Lepriol a été arrêté dans l'affaire du meurtre de l'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu. C'était le 19 mars dernier. Alors, c'est pas la même extrême droite. On est plutôt sur une extrême droite identitaire, alors que Martial Lanoir, c'est plutôt une extrême droite soralienne, plutôt antisémite, d'abord antisémite. Mais voilà. François Jost, qu'est-ce que... Oui, moi j'ai regardé la séquence et bon, tout ce que vous dites évidemment éclaire énormément qui est ce personnage, mais la séquence est effectivement d'une brutalité extrêmement grande parce que... vous parlez de la séquence chez Cyril Hanouna. Oui, chez Cyril Hanouna. En l'occurrence, le noir ne s'adresse pas en général, il s'adresse au docteur Jimmy Mohamed, à qui il reproche de tout cacher, et c'est tout d'un coup lui qui est sur le bouc émissaire de tout ce qui serait que représenterait le système, etc. Il l'appelle Mohamed. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a une attitude, le docteur Mohamed, parfaite, là, parce qu'il ne réagit pas, il laisse faire. Mais si vous voulez, il y a cette attaque ad personam qui rend très, très, très violente, évidemment, l'attaque. C'était vraiment une attaque personnelle. Oui, très, très haineuse. Haineuse. En tout cas, il était... c'est extrêmement virulent. Et effectivement, par ailleurs, on a là le symptôme de ce qui peut passer à l'acte après. Ça me rappelle ce qui s'était passé à Ottawa avec ce chauffeur qui avait dit sans arrêt tenu des propos contre les femmes sur son blog, etc. Et qui un jour a foncé sur un trottoir et a tué 10 personnes. Donc peut-être qu'il faudrait quand même prendre plus en compte comme des symptômes ces faits médiatiques pour peut-être les prévenir, prévenir la suite, le passage à l'acte. Oui, parce que la violence des mots précède les actes, c'est classique, on le sait, mais quand il s'exprime de façon aussi claire, que ce soit durant l'émission ou même après ces empreintes en ligne, franchement, il y a des signaux qui devraient bref. On pourrait se demander si c'est pas quand même ne pas savoir garder l'antenne, puisque les animateurs sont normalement tenus de conserver un acte digne à l'antenne. Je pense qu'il faudra qu'on y revienne quand même. Il faudra revenir sur cette émission, mais est-ce que quand même dans le dispositif et dans la façon qu'il a eu de parler à ce moment-là chez Hanouna, est-ce qu'il a été, selon vous, justement bien contredit, bien... Alors ça, c'est un point très important. En perspective. Non, je ne crois pas. Hanouna, déjà pendant je me rappelle le débat Mélenchon-Zemmour, par exemple, n'intervient pas si ça castagne. Je veux dire, il laisse faire et je veux dire, on voit très bien il est content parce que ça fait de l'audience. Donc là aussi, il y a un certain type d'animateurs sur CNews ou sur C8 qui laissent faire dès qu'il y a un clash. Dès qu'il y a du grabuge, quoi.
Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Martial Lanoir? Non, sur Martial Lanoir, je crois qu'on a fait le tour. Juste parce que, comme j'ai évoqué Didier Raoult, c'est pour signaler que Tristan a fait une chronique sur Didier Raoult et sa passion pour l'astrologie. Et sa passion pour l'astrologie. Pas dans Complorama, dans Antidote. Oui, il avait fait une sorte de sortie de route relativement peu contrôlée en expliquant que l'astrologie était plus fiable que la modélisation scientifique des épidémies. Mathématique, ouais. Oui, mathématique. Donc c'était à la fois probablement une boutade, mais il a malheureusement insisté en essayant de montrer que tout n'était pas à jeter dans l'astrologie, que dans l'astrologie il y avait quand même des intuitions probablement pour lesquelles il y a des choses qui pourraient être établies scientifiquement, notamment entre le lien entre la mortalité et la date de naissance. Bref, toute une bouillie assez inquiétante, tout simplement vu l'audience de l'individu et la force des fans qui boivent littéralement ses paroles. C'était malaisant comme séquence et inquiétante, encore une fois, pour l'individu. Juste incidemment, on avait mis en évidence il y a quelques années dans un sondage IFOP avec la Fondation Jaurès qu'il y a une corrélation entre le fait de consulter très fréquemment son horoscope et l'adhésion à un nombre plus élevé de théories du complot. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la pensée magique là, qui se noue. Alors, deuxième sujet de la semaine, évidemment, c'est la tuerie de Buffalo aux États-Unis. Peyton John, 18 ans, a été influencé apparemment, enfin en tout cas c'est ce qu'il explique dans son manifeste qu'il a laissé, manifeste de 180 pages. Il a été influencé par la théorie du grand remplacement de Renaud Camus, mais aussi par tout un tas d'autres mouvance politique. On va y revenir dans un instant. Il a donc assassiné 10 personnes à Buffalo avant d'être interpellé par la police. Et il a été aussi défendu par certains politiques américains, une frange politique américaine, et des théories complotistes sont apparues et ont été très très vite sur le devant de la scène. Tristan. Oui, alors peut-être d'abord sur l'essentiel de ce moment, qui est donc une tuerie raciste, basée sur une théorie complotiste qui est celle du grand remplacement, qui a nourri d'autres attentats, qui a été le support d'autres attentats aux États-Unis, et on a un mode d'action qui est malheureusement ce qu'on appelle du copycat, qui est une copie conforme d'autres attentats qui ont pu avoir lieu auparavant. On pense évidemment à l'attentat de Tarrant, de Christchurch en 2019. Le même mode opératoire avec le même type de profil, des gens qui gravitaient autour de ce qu'on appelle la culture de ce forum 4chan, ce forum complotiste d'extrême droite. Un mode opératoire aussi qui est toujours le même, qui est d'essayer de diffuser, soit en direct, soit en différé, soit les deux, bref, en tout cas, de diffuser la commission de son crime, et l'adjonction d'un manifeste, qui est devenu maintenant un grand classique, malheureusement, pour ces types de profils d'extrême droite, de tueurs d'extrême droite, donc qui est de publier, ça va depuis, encore une fois, 2011 et Anders Breivik, ils ont quasiment tous une publication d'un manifeste, avec l'idée évidemment de faire durer l'acte. Ils en espèrent tous un moment de sidération et un moment où on va allumer une révolution qui va remettre en cause le système et renverser la table, notamment autour de cette question d'immigration. Donc on a vraiment une réitération de quelque chose qu'on a vu ces dernières années, avec encore une fois un mode opératoire qui se répète. Alors juste sur le grand remplacement, Dieu sait qu'on en a parlé en France. Alors évidemment, on en est malheureusement quelque part à l'origine avec Renaud Camus, mais évidemment, ça a eu une destinée absolument spectaculaire et internationale. Évidemment, ça a irrigué tout l'imaginaire suprémaciste américain. Et aux États-Unis, encore aujourd'hui, on a Fox News avec Tucker Carlson dont on a parlé dans une émission il y a quelques semaines déjà. Sur d'autres sujets. On pourra essayer de revoir ça. Mais, et là, on a vraiment un personnage qui a une audience absolument faramineuse aux États-Unis, qui
quasi quotidiennement, remet sur la table cette théorie complotiste du grand remplacement, d'une Amérique assiégée, d'une Amérique dont le visage va être totalement transformé par une immigration voulue, travaillée par des élites dont on ne sait pas, des globalistes pour parler simplement. Et le problème, c'est qu'évidemment ce matraquage de ce concept, qui donc encore une fois a nourri cette tuerie de Buffalo, est quelque chose qui commence à pénétrer l'imaginaire américain, et on a des sondages assez récents qui montrent que quasiment un tiers des Américains croient à cette théorie du grand remplacement, cette théorie complotiste du grand remplacement, et ça monte à presque 50%, 47% des républicains qui aujourd'hui sont convaincus que ce grand remplacement est une quasi-réalité. Donc cet attentat tel qu'il est malgré tout le symptôme de ce moment-là aussi, de cette exaltation de ce concept-là, encore une fois, qu'on a entendu chez nous dans la bouche de candidats à l'élection présidentielle, ce qui est quand même assez effarant. Et puis, évidemment, on a regardé le manifeste. Alors, oui. Qu'est-ce qui vous a surpris et intéressé dans ce manifeste? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Il y a la présence de même, François Josse, dans ce manifeste. Voilà. Comment vous l'avez analysé, ce manifeste? Comment vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce manifeste? Il y a peut-être deux, trois petites choses que j'ai trouvées significatives. Il faut faire très attention avec ce qui est écrit dans un manifeste, parce qu'il écrit ce qu'il veut, et on n'a aucune preuve que c'est du premier degré, du second degré. Bon, bref, en tout cas. Mais ça dit quand même quelque chose de l'acte. Ça dit des choses. Alors, il y a peut-être deux, trois petites choses. La première chose, c'est qu'il explique dès le début qu'il n'a aucun lien avec d'autres mouvances structurées, que toute sa démarche et son évolution idéologique, il l'a faite seul sur Internet, et essentiellement autour de 4chan. Il le dit. Il le dit, et il le date même, je crois. Oui, et il date son moment de bascule, d'après lui, dans ce qu'il écrit dans ce manifeste, au début du Covid. Il parle aussi d'une conjonction d'extreme boredom, c'est-à-dire d'un ennui extrême, et cette séquence du Covid. Donc il dit qu'il le place à ce moment-là. Ce qui est assez significatif dans la mesure où on a tous eu l'intuition et on le sait que ce moment du Covid a été un moment de bascule pour énormément d'individus, parce que c'était un moment où on était encore une fois face à sa propre solitude, avec les différents confinements, avec un bouleversement international. Donc bref, c'est pas surprenant que ça soit ce moment-là, disons qu'il ait effectivement basculé. Ensuite, c'est clairement, quand on parcourt, j'ai pas absolument tout lu, mais j'ai parcouru avec un regard, disons, attentif son manifeste, c'est clairement quelqu'un qui est un produit culturel de la culture 4chan, de ce forum 4chan. Il en a tous les référents, il en a le style, il est dans son écriture, il a cette posture un peu de troll, toujours à essayer de blaguer, de vanner, du second degré, tout en étant très sérieux et radical sur certaines autres choses. Mais donc il est vraiment une expression culturelle de ça. Il s'est nourri d'ailleurs de mèmes, et on en échangera un petit peu autour de ça, et c'est rempli de références mémétiques, et notamment dès la 2 ou 3 deuxième page, il y a, et je me dirais peut-être un tout petit mot, mais il y a 2 photos qui sont assez notables, et il faut avoir les références, les codes pour pouvoir l'identifier. 2 photos d'un individu blond avec une arme, et il explique que ce sont des photos de lui-même, des photos qu'il s'est prises, des portraits de lui-même, donc des photos de lui, et il dit voilà à quoi je ressemble, voilà qui je suis, il met 2 photos. Or ces photos-là, c'est des photos ce ne sont pas des photos de lui, ce sont des photos d'un individu qui est un comédien américain plutôt d'extrême droite, et qui est repris à chaque attentat pour donner l'impression que le tueur, c'est cet individu. Et c'est devenu en fait un mème dans le forum 4chan d'attribuer à cet individu-là la responsabilité des différents attentats. Et ça n'est évidemment pas lui qui est sur cette photo-là, mais c'est un mème
du forum 4chan. Cet individu s'appelle Sam Hyde. Sam Hyde, effectivement, ce mème, il est repris depuis 2015. Donc ça fait vraiment plusieurs années maintenant qu'il est utilisé. Alors, pourquoi je mentionne juste ce mème de 4chan, qui est systématique à chaque attentat, c'est parce que une partie de la complosphère qui s'est emparée de ce manifeste pour le discréditer, ont vu cette photo de Sam Hyde dans le manifeste et ont dit, écoutez, ça n'est pas l'auteur de cet attentat qu'on voit dans le manifeste, donc ce manifeste est un faux manifeste. Bien sûr. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas en tête... Qui a été écrit par le FBI. Exactement. Et donc, l'idée, c'est que cette photo qui n'est pas celle du tueur de Buffalo justifierait donc le fait que ce manifeste serait un faux. Et là, évidemment, comme à chaque attentat, c'est devenu un passage obligé. Une partie de la complosphère, évidemment, s'empare de toutes les miettes possibles, trouvables, pour essayer de discréditer et de ne pas attribuer à l'auteur de cet attentat, ou alors d'essayer de l'excuser ou de l'intégrer dans une machination pour vider de sa substance la réalité de cet attentat raciste aux États-Unis. Et donc, dans le panel des accusations, évidemment, il y a le fait que c'était écrit par le FBI, le fait que ce manifeste était trop flagrant dans le portrait qui est dessiné de l'individu. Ils disent franchement, c'est le cliché que toute personne qui voudrait identifier un militant d'extrême droite accolerait dans cette... Donc c'est trop beau pour être vrai. Et également, éventuellement aussi, on y voit des juifs derrière, qui seraient probablement derrière ce montage, qui serait un faux montage. Et encore une fois, les acteurs de crise. Donc l'idée que certains morts dans la vidéo, on ne voit pas d'éclaboussures de sang, et donc que tout ça n'est pas une réalité. Bref, ce réflexe moutonnier qu'on voit à chaque attentat, avec les mêmes modes opératoires, et malheureusement, s'est activé durant cette séquence. Alors Rudy, justement, dans le manifeste, il y a énormément de références à l'extrême droite et aux théories d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est un document de 180 pages qui était téléchargeable sur Google Doc et qui est saturé de symboles. Ça commence dès la première page avec le soleil noir, qui est un symbole néo-nazi. Lui, il répond à un certain nombre de questions, comme le font rituellement tous les théories d'extrême droite depuis des années. Est-ce que je suis raciste ? Oui. Est-ce que je suis néo-nazi ? Oui, mais j'appartiens pas à un groupe néo-nazi, etc. Est-ce que je suis antisémite ? Il dit « yes ». En gras et en capital. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est ce qui met au-dessus de toutes les autres qualificatifs qu'il s'approprie. C'est ça. Celui qui est vraisemblablement le plus significatif pour lui, c'est d'être antisémite, avant d'être raciste, suprémaciste, ou nazi, ou fasciste. Parce qu'il faut le dire, c'est un attentat raciste. Oui. Il est allé dans un quartier noir de Buffalo, il a tué des Noirs, c'est toi qui me disais ça, quand on voit la vidéo, parce qu'il a filmé en direct, et il a diffusé tout ça sur Twitch, ce qui pose aussi le problème de la responsabilité des plateformes, encore une fois, face à quelqu'un qui est blanc et qui l'a blessé, il lui dit sorry, c'est ça, il s'excuse. Bon, c'est quand même assez surréaliste. Mais c'est quand même important de voir que la matrice profonde de son imaginaire, c'est l'antisémitisme. Oui, mais complètement. Et ce que tu disais, ce que tu nous faisais remarquer tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, c'est que il y a un mème qui revient très souvent, c'est celui du Happy Merchant ou Jewish Merchant, qui est un mème antisémite, et il revient, c'est l'image qui revient le plus souvent dans ces 180 pages. Et puis, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un univers codé. On en parle souvent chez les néo-nazis. Le 18, c'est les deux lettres, les deux initiales d'Adolf Hitler. Le 88, c'est les initiales de Heil Hitler. C'est des choses qui reviennent très souvent. Là, on a le 14 qu'il a écrit sur son arme. Parce que lui aussi a fait comme Brenton Tarrant, il a orné ses armes automatiques de tags, enfin bon. Et il y a notamment le 14. Et le 14, il faut le dire, c'est les 14 mots d'une phrase très connue chez les suprémacistes qui est « We must secure the existence of our people and a future for white children ». C'est-à-dire on doit assurer l'existence de notre peuple et un futur
pour les enfants blancs. Donc on est vraiment quand même dans l'idéologie suprémaciste, blanche, raciste. Voilà, et on ne va pas revenir sur le grand remplacement, mais ça tue. Voilà, ouais. Alors François Jost, dans ce manifeste, on l'a dit, il y a des mèmes. Alors déjà, pour entamer un peu la discussion autour de votre livre, comment vous définiriez-vous un mème? Et puis surtout, comment on peut expliquer que des mèmes se retrouvent dans un manifeste d'extrême droite qui a été écrit avant de perpétrer une tuerie raciste aux États-Unis? Bon, alors un mème, moi j'ai une définition assez large qui est de dire que c'est toute image fixe ou animée qui subit des modifications et qui est mise sur la toile. Alors, je ne mets pas dedans le fait que ça soit viral, parce qu'il y a des mèmes qui ne marchent pas du tout et qui ne sont pas viraux. D'autre part, qu'est-ce que je fais? Oui, la chose importante, il y a toute une partie de mon livre sur, par exemple, comment la scène de Léonard de Vinci est détournée. Il y a des adjonctions, c'est-à-dire qu'en général, un mème, c'est quelque chose qui a quelque chose en plus, avec du labeling, un titre, des choses comme ça. Bon, moi, ce qui me frappe là-dedans, dans ce que vous avez dit, c'est d'une part, pourquoi des mèmes? Alors pourquoi, quelle utilisation des mèmes? D'abord parce que les mèmes les plus connus, les plus simples, procèdent par opposition binaire. Donc ça c'est facile, parce qu'il y a des mèmes extrêmement difficiles à comprendre. C'est-à-dire eux contre nous ou par exemple, moi j'avais relevé un mème où on a le monde vu depuis le 19e, comment le monde sera en l'an 2000, avec des objets volants, des choses magnifiques, et puis de l'autre côté, une foule avec une foule noire qui représente les envahisseurs, les remplaçants, etc. Donc ce genre de binarité, on le trouve sans arrêt. Hein. C'est quand tu te crois un héros, est-ce que t'es vraiment? On a vu ça à la fois pour le Covid, à la fois pour la guerre, enfin bon, tout ça. Donc ça, il y a cette logique binaire. Puis l'autre chose qui me frappe, c'est ce que vous avez dit sur Sam Hyde, c'est que moi, par exemple, je ne l'ai pas vu, ça. Hein, je ne l'ai pas identifié. Et ça montre toute la difficulté des mèmes. C'est-à-dire que les mèmes ne sont compréhensibles que par les gens qui connaissent les mèmes. Donc c'est un truc un petit peu qui est circulaire, qui comme la poule et l'œuf. C'est un peu compliqué. Et donc élitiste. Et il y a un certain élitisme. Et évidemment, tout de suite, une communauté qui se forme. C'est-à-dire ceux qui peuvent comprendre ces mèmes sont du même bord. C'est même pas la peine de le dire. Et c'est quelque chose qui touche à peu près tous les mèmes. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un bon objet pour les sémiologues, parce que il faut aller voir derrière l'apparence d'où ça vient, comment ça se structure avec d'autres, et comment on verra peut-être tout à l'heure comment d'anciens mèmes peuvent servir à réactualiser, par exemple. Ça voudrait dire qu'un peu, on pourrait dire, dis-moi comment tu m'aimes et je te dirai qui tu es, quelque part. C'est un peu ça. Il y a cette idée de finalement, ça remplace les mots et ça identifie des communautés. C'est ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est un jeu de mots. Je crois que je n'ai pas fait celui-là, mais j'en ai fait beaucoup du même genre. Et alors pourquoi la dilection de l'extrême droite pour les mèmes? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui est très propre à la culture identitaire, suprémaciste, etc. On sait que les jeunes préfèrent communiquer par l'image. Ça, il y a je crois, quelques statistiques là-dessus. Et je pense que ça effectivement, ça permet d'exprimer un autre langage je crois que c'est cette facilité d'abord qui justifie les mêmes. Peut-être une manière aussi de dire des choses sans les assumer complètement, de parler un langage codé pour justement parce qu'il y a cette idée de l'humour. Il y a aussi un autre truc que j'ai pas du tout dit, mais qui est très important, c'est que la vraie question que posent souvent les mêmes, c'est qui est derrière, qui est l'auteur. Et là, c'est assez difficile. Donc, alors, il y a des mémeurs extrêmement connus, et donc ça, il y a les gens qui sont des fans de ces mémeurs, qui les suivent, etc. Mais il y a vous, enfin, j'allais dire vous et moi, non, je suis dans un... Là, je suis mal tombé, parce que ça vous décodez évidemment aussi les mêmes. Mais je pense que pour n'importe qui tombe sur un mème, si vous voulez, il ne sait pas toujours justement si c'est au premier ou au deuxième degré, s'il doit rire ou, j'allais dire, pleurer,
vrai, d'où ça vient, etc. Et j'ai essayé, dans un article à paraître là chez AOC, de tracer simplement en voyant comme une conversation. Mais pour bien comprendre la conversation, il faut à chaque fois aller voir aussi le profil de celui qui renchérit, qui rebondit. Parce que ça peut être pour des raisons très diverses. Et voilà, c'est une des difficultés des mèmes. Je ne suis pas sûr qu'elle dure d'ailleurs, parce que je pense que de plus en plus les mèmes auront une identité octoriale. Juste pour peut-être rebondir sur la question de Rudy, mème et extrême droite. Alors, on a peut-être, nous, un tropisme qui est de foyer, de regarder des espaces particuliers à l'intérieur duquel on voit apparaître des mèmes. Mais je pense que les mèmes sont clairement un phénomène culturel, global. Mais est-ce que tu connais beaucoup de forums où on a des militants d'extrême gauche qui se partagent des mèmes? Alors, je pense que même dans les forums d'extrême gauche, ils utilisent le support du mème. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, on a l'impression qu'ils sont moins prescripteurs. Tu vois, peut-être. Il y a le côté, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est que plus c'est piquant, plus ça crée de la polémique et plus on va en parler. C'est transgressif. Oui, plus c'est transgressif. Donc il y a peut-être un peu moins de transgression, ou une transgression qui choque moins l'opinion publique, donc moins de traction. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui s'est énormément popularisé, et donc tous les secteurs qu'on peut suivre dans la radicalité s'emparent évidemment d'un langage qui est commun. Et je pense qu'il y a deux types de mèmes. Et je pense qu'il y a des mèmes qui ont une vocation communautaire, qui sont lisibles que par l'entre-soi du groupe Les Initiés. Et puis il y a des mèmes qui sont des mèmes de combat idéologique qui se veulent être lisibles par le plus grand nombre, et qui est une façon d'encapsuler un message, mais compréhensible de tous. Sous forme de torpille, quoi. Oui, ouais. Et ça marche plutôt très bien. Vous parliez à l'instant de cette imagerie qu'il y avait dans le manifeste avec le monde du futur vu du 19e siècle, et face à la réalité, ça se passe d'explications, de commentaires. C'est du non-verbal, et tout le monde peut comprendre ça. Et d'ailleurs, on ne peut pas le poursuivre sur le plan judiciaire. Il faudrait imputer une intention, etc. Mais ça me paraît... c'est possible dans l'avenir. Moi, je ne pense pas que ça reste un terrain totalement vierge. C'est-à-dire qu'à l'avenir, on pourra poursuivre l'auteur d'un mème antisémite, par exemple. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça sorte. Parce que, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas oublier ce que vous dites est très juste. Moi, j'ai appelé mon livre De la parodie à la pandémie numérique, parce que c'est pas nouveau en tant que dessin. Si vous voulez, il y a plein dans ce rapport, justement, il y a plein dans le manifeste, pardon. Dans ce manifeste, il y a plein de dessins de presse, tout simplement. Alors après, la condition du même, c'est que ça soit effectivement sur le net, sur le web. Mais c'est pas nouveau, et ça va pas s'arrêter. Je pense qu'il y a un grand avenir. Et est-ce que l'humour... Pardon, vas-y. Non, parenthèse, dans les dessins de presse, il y a notamment un dessin, peut-être plus qu'un, mais j'en ai vu un, de Ben Garrison, qui est un dessinateur de presse américain, très conservateur, complotiste, et il y a un de ses dessins qui est reproduit, par exemple. Et alors, est-ce que l'humour est toujours, finalement, au cœur des mèmes? C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il y a cette idée de parodie, mais est-ce que aujourd'hui, l'humour, la parodie ne sont pas un moyen de cacher finalement des messages abjects pour certains? Alors, je sais pas, il y a deux questions, mais l'humour n'est pas la seule chose qu'il y a dans les mèmes. Par exemple, il y a eu plein de mèmes ces derniers temps qui sont sortis demandant le prix Nobel pour Zelensky. Je pense pas que ce soit au 2e degré, c'est au 1er degré. Donc non, et puis surtout, il y a des usages sérieux des mèmes. Par exemple, le fameux mème qui a été extrêmement connu de la Coffin Dance, dans lequel on voit quelqu'un qui fait quelque chose de très dangereux, par exemple foncer avec une voiture sur une colline, etc. Et puis après, on voit des Africains qui portent le cercueil en dansant. Ce mème a été extrêmement connu. Je crois que c'est le premier en 2020 pour les gens qui regardent Know Your Meme. Et il a été utilisé après au Brésil pour signifier aux gens qu'il fallait faire attention, prendre sa distance sociale, comme on dit, etc. Donc il y a un usage absolument sérieux là du mème. Oui, il y a une vraie. On sent qu'il y a une vraie institutionnalisation même de la communication
en utilisant des mèmes. Et je pense qu'il y a des campagnes publiques, peut-être, effectivement, qui ont complètement intégré ce nouveau langage. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que c'est quelque chose qui est très populaire, qui est vraiment, qui n'est pas réservé aux branches de la marginalité que nous on suit, mais elles en sont malgré tout des éléments malheureusement très efficaces, des modalités en tout cas de propagande extrêmement efficaces. D'ailleurs, des États peuvent parfois utiliser des mèmes pour pousser un message. C'est le cas que je citais hors émission de ce mème de l'ambassade russe en Afrique du Sud qui montrait ce fameux j'ai toujours un nom avec ce nom, j'oublie, il faut que je voie mon psychanalyste donc avec John Travolta qui ouvre d'ailleurs votre livre. Chaque fois j'ai John Travolta, je l'oublie. Donc John Travolta qui se trouve, vous savez, il fait un geste comme ça, c'est Confused Travolta, il a l'air de dire qu'est-ce qui se passe, etc. Et là il est sur une place de Kiev et il voit qu'il se passe rien. Donc tout ce que dit la CIA sur le fait qu'il y a une guerre qui se prépare, etc., c'est une absurdité. Et ça, c'est l'ambassade russe qui le poste. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir qu'une ambassade peut utiliser les mêmes personnages que n'importe quel mémeur qui s'amuse avec ce caractère. Alors justement, l'ambassade. Alors je rebondis d'abord sur l'ambassade de Russie, parce que j'avais remarqué il y a quelques années, ça m'avait absolument estomaqué, ça devait être aux alentours de 2014, durant la séquence de la Crimée, c'est juste pour rebondir, juste un autre exemple, où il y avait l'ambassade de Russie à Londres qui interpellait l'Angleterre, qui les avait un peu critiqués sur l'annexion de la Crimée, et ils avaient répondu à un message pour envoyer l'Angleterre en critiquant la démocratie anglaise, mais en associant le tweet d'un Pepe the Frog, tel quel. Et c'était l'une des premières fois où je voyais d'ailleurs une ambassade, disons, ce qui est quand même assez surprenant, parce qu'on est toujours habitué à un langage feutré. Les langages, encore une fois, d'ambassade, c'est toujours assez cadré, feutré. Et c'est la première fois que je voyais donc une ambassade qui tweet en trollant comme un profil de 4chan, comme un jeune sur 4chan, avec cette fameuse grenouille verte, qui a aussi une histoire spectaculaire et une trajectoire folle, un peu après 2014, donc à partir de 2015 et 2016, avec l'élection de la campagne et l'élection de Trump, où ce moment-là a aussi été le moment The Great Meme War, je crois, c'est la grande guerre des mèmes, c'est comme ça qu'ils l'ont titré de façon un peu pompeuse pour se mettre un peu en avant, mais ça a été un moment d'effusion et d'instrumentalisation idéologique par l'extrême droite américaine de l'univers des mèmes, et notamment de Pepe the Frog, pour soutenir leur candidat entre du LOL et une véritable volonté d'avoir quelqu'un de réactionnaire. Parce qu'il faut voir que tout cet univers-là vannait Trump aussi. Ils en rigolaient. Ils trouvaient que Trump était aussi quelqu'un d'assez assez foutraque, pour parler un peu vulgairement. Mais donc voilà. Donc Oui. Non, j'en parle. Je parle de ça dans mon livre, de l'aventure de Pepe the Frog, qui termine. Je l'avais entendu dans une de vos chroniques, donc c'est là que vous êtes cité, je crois, dans cette à la page 133. Le fait que Pepe the Frog est passé de l'extrême droite américaine aux djihadistes est devenu aussi un personnage. Ce personnage, il a complètement sa vie a complètement changé. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un personnage sympa, etc. Et puis, ça devient un personnage qu'on trouve dans les mêmes djihadistes. Et là encore, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il se constitue une sorte de lexique, une sorte d'espéranto qui est commun à aussi bien une extrême droite américaine qu'à des djihadistes, qu'à n'importe qui d'autre, par exemple. Alors, ce que vous dites là sur l'Angleterre, ça précède. Ça a été un moment de basculement où ce personnage, parce qu'il se réjouissait en fait de la rencontre qu'il y avait eu entre je ne sais plus qui et je ne sais plus qui. Oui. En tout cas, c'était effectivement la première occurrence en 2014 pour cette ambassade russe, mais il n'y a pas que l'ambassade russe qui s'est emparée de ce référent. Il y a aussi l'ambassade de Chine. Oui, l'ambassade de Chine en France, qui avait repris un mème bien connu qui part d'un dessin de presse qui a été publié apparemment en 2012, où on voit en fait la faucheuse, c'est-à-dire l'ange de la mort, donc un squelette, robe de bure aux couleurs du drapeau américain, une faux, elle
aux couleurs du drapeau israélien, et arriver à une porte. Derrière elle, il y a plusieurs portes ouvertes. Au-dessus de ces portes, les noms de pays. Au sol, une flaque de sang. Je pense qu'on montrera l'image. Et il suffit de changer les noms des pays, en fait, pour le mémiser. Et ça a été utilisé, mais donc depuis une dizaine d'années maintenant, à chaque fois essentiellement pour dénoncer, en gros, les menées subversives de l'axe américano-sioniste, puisque c'est de ça dont on parle. Et ça a été repris, y compris, alors beaucoup sur des sites complotistes, y compris antisémites, évidemment, et repris l'année dernière, je crois, ou je ne sais plus exactement, mais il y a plusieurs mois maintenant, par l'ambassade de Chine en France, qui l'ont finalement retiré ensuite, après coup. Mais voilà, c'est fascinant cette trajectoire qui à la fin est reprise dans la communication politique, enfin la propagande d'un État souverain, quoi. Oui, et surtout que ce même, il est assez extraordinaire parce qu'il dit de façon très économique que tout se tient, qu'il y a un plan depuis le début. C'est le même individu, donc cette faucheuse qui passe de guerre en guerre, quel que ce soit l'Irak, que ce soit le Yémen, que ce soit même des guerres encore plus anciennes. Il n'y a rien à dire, simplement que le liant, c'est une chose, une entité, donc une clé d'explication du monde, le complot, en gros américano-israélien. Ouais. Et ça, malheureusement, ça a été donc effectivement donc relayé. Et que les ambassades, qu'une ambassade chinoise relaye ce type d'individu, ça dit quelque chose de l'univers des mêmes. Sa généralisation, le fait que c'est devenu extrêmement commun, au point que une ambassade décide de s'en emparer pour passer un message. Je trouve ça étonnant. Ça, c'est vraiment très étonnant, effectivement, qu'une institution reprenne quelque chose qui paraît être créatif et individuel au départ. Mais là, justement, on est au cœur de notre sujet, parce que on le disait, les mêmes, c'est une culture, un langage, ça fait partie finalement des outils de communication numérique qui sont à disposition de tous. Mais est-ce que c'est pas aussi finalement une façon de faire passer des fake news? Et comment on peut lutter contre ça, justement? Ça peut être une façon de faire passer des fake news, effectivement. Bon, je prends un cas très très connu dans mon livre, qui est le cas de l'enfant, qui est le petit enfant de Biden, lors de l'enterrement de son fils, qu'il console en lui caressant la tête et qui devient un pédophile, enfin aux yeux des... La preuve d'un complot pédophile. Ça, c'est effectivement une fake news qui vient du fait que, en fait, la plupart des mêmes, le sens de l'image n'est pas évident. C'est-à-dire que beaucoup de mèmes fonctionnent parce que on ne comprend pas vraiment tout à fait ce que veut dire l'image. Alors c'est le cas de Bernie Sanders qui est isolé le jour de l'investiture de Biden. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement bizarre avec ses mitaines que ça peut donner lieu à des tas de choses. Donc le geste de Biden envers sa petite fille, c'est pareil. C'est-à-dire que on ne sait pas s'il est en train de lui dire quelque chose. Bon, et c'est donc utilisé. Alors c'est vrai on peut se demander aussi pourquoi cette obsession de la pédophilie revient constamment. Je veux dire, qu'est-ce que ça dit des gens qui postent ces mèmes. Et puis évidemment dans les fake news, je prends aussi, mais évidemment il y en a plein d'autres des exemples. Mais l'exemple de Sleepy Joe pour Biden qui est montré en train de dormir pendant une interview télévisée. Et en fait là c'est extrêmement compliqué parce qu'on a été voir comme ça d'assez près. C'est au départ un chanteur qui s'endormait pendant, je sais plus si c'est Harry Belafonte, je sais pas qui s'endormait dans une interview d'il y a 10 ans qui a été mis avec la tête de Biden qui penche la tête en avant, qui est montée, et évidemment la bande sonore qui est rajoutée. Donc là, si vous voulez, ça joue sur l'illusion de la transparence où on a l'impression qu'on voit une image de quelque chose qui s'est passé alors qu'il y a des couches de trucage. Alors, sur la pédophilie, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on a été mémisés, nous, à l'époque où le film de Carl Zero sur la pédophilie, justement, est sorti. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais notre tête, celle de, je crois, Julien Pin, de Thomas Huchon, qu'on recevait la semaine dernière, avec un commentaire très, très, comment dire...
cryptique. Oui. Ou allusif, en tout cas. Ouais, allusif, voilà, avec l'idée que... Bon. Mais non, mais alors justement, parce que vous disiez, ça peut être un support pour des fake news, ça peut être un support aussi, les mêmes, pour des campagnes de harcèlement. Exactement. Tout à fait. Parce qu'il y a un passage de votre livre où vous parlez d'un jeune qui est le fameux Star Wars Kid, dont l'image aussi est devenue virale, qui a fini quand même en asile psychiatrique avec des pensées suicidaires, si j'ai bien compris. Enfin, et vous dites, il est devenu juste une image, un objet visuel sans humanité. Et j'ai l'impression que, voilà, typiquement, c'est ce qui est arrivé à quelqu'un comme Claude Pasternak, lorsque, l'année dernière, il avait sur le plateau, je crois, de CNews, interpellé le général de Lavarde au sujet d'un texte à connotation antisémite qu'il avait écrit. Il me disait, mais de qui vous parlez ? Qui ? Et c'est devenu, enfin, en tout cas, le visage de Claude Pasternak, un peu grimaçant, comme ça, est devenu un mème, au point que, sur Google Images, on trouve assez rapidement ce mème, juste en tapant son nom. Et celui qui dénonçait, qui est une sorte de lanceur d'alerte à l'égard d'un discours de haine, en fait, est devenu une sorte de victime expiatoire, de cible, de proie de cette complosphère antisémite. Quoi. Mais ça, c'est un mode de fonctionnement aussi qui est assez courant dans les mèmes, c'est-à-dire que c'est les reaction memes. Les reaction memes qui reprennent un personnage connu à un moment où il a fait une tête un peu bizarre, une moue ou un truc comme ça. Il y a Obama a servi à faire ce genre de choses aussi. Mais quand je dis image sans humanité, c'est ce que je pense qu'effectivement un des problèmes aujourd'hui de l'image, c'est que on voit des images. C'est-à-dire que vous voyez, on voit pas la réalité qu'il y a derrière. Et donc je dis sans humanité parce que finalement on véhicule l'image de ce garçon Star Wars Kid sans absolument mettre de la psychologie derrière, sans imaginer, et un peu d'empathie. Il n'y a aucune empathie, il y a simplement c'est une image et cette image est comique, donc on peut jouer avec et comme en plus il n'y a pas d'auteur, on fait ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qui me paraît sans humanité, si vous voulez. Il y a effectivement ce caractère déshumanisant est terrible pour la personne qui est ciblée. Pour Pasternak, c'est terrible pour lui. Il est devenu effectivement une icône de reaction même il y a des forums sur lesquels je crois que ça doit être peut-être sur jeuxvideo.com ou sur le forum 1825 où je crois qu'on peut utiliser cette petite vignette dans laquelle lui-même est présent là-dessus. Enfin bref, il est devenu... En GIF en plus, animé. Je crois que c'est animé. Quoi qu'il en soit, mais en tout cas le principe est là. Il est devenu donc un mème de réaction. Il est devenu aussi, je crois me rappeler, il y avait même, je crois, une émission sur égalité et réconciliation, dont la pastille, le nom reprend qui d'ailleurs, dans la pastille, on retrouve encore une fois de présentation de cette série de vidéos. On retrouve encore une fois ce même visuel. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de d'essence, je ne sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, ça devient un véhicule de propagande où on déshumanise un individu et on l'utilise un peu comme étendard, clairement, un étendard où on se retrouve. Combien de qui on a reçu, nous, enfin, je sais pas, Rudy et moi, ou ceux qui s'intéressent à ces mouvances un peu complotistes, combien de qui, en hashtag, on a reçu en commentaire, c'est infernal. Enfin, pendant une période, c'était infernal. Ça s'est un tout petit peu calmé. Mais donc, c'était vraiment devenu un cri de ralliement où même aujourd'hui, j'ai encore en mémoire des commentaires donc antisémites où la personne n'a rien d'autre à dire que qui. Voilà. Ça suffit. Et cet encapsulage, cette économie d'encapsulage est extrêmement vicieux, encore une fois, parce que c'est une façon de dire des choses qu'on sait être virulentes, parce qu'elles emmènent avec elles inévitablement un bagage de référentiel, sans que la personne en prenne la responsabilité. Alors justement, pour vous, est-ce que c'est un mème, ça ? C'est pas une image, c'est un hashtag. Trois lettres. Pour moi, un hashtag n'est pas un mème. Mais certains théoriciens, enfin, il y a
une américaine en particulier, oui, qui considère que les hashtags, ou même que les ours en peluche tirés d'un mème, ou je sais pas quoi, sont encore des mèmes. Moi, non, parce que je pense que le mème, si vous voulez, suppose un retravail. Hein, je prends l'exemple au début de Gangnam Style, où si, quand vous voyez la danse au départ, c'est pas un mème, c'est une image virale. Alors, quand vous ajoutez quelque chose, que vous mettez Sanders, que vous mettez des rats, que vous mettez n'importe quoi, oui, ça devient un mème. Donc voilà, je trouve que le hashtag, c'est beaucoup trop lâche comme définition pour définir le mème. Et alors, on a parlé quand même des faces sombres, un peu de ce qu'on pourrait peut-être appeler une sorte de carnaval visuel. Les mèmes, c'est une sorte de carnaval visuel. Hormis cette face sombre de perte d'identité des victimes de mèmes, quelles sont les faces sombres un peu de ce carnaval visuel pour vous? Non, les dangers, on vient de les signaler. C'est-à-dire que ça peut aller vers les fake news, ça peut aller effectivement vers le harcèlement. Tout ça, c'est des vrais dangers. Qui rejoignent d'autres dangers du net aujourd'hui. Moi, ce qui me frappe effectivement dans ce qu'on a vu là tout à l'heure, ce matin, c'est aussi que finalement, par exemple, le noir, il explique la noire, il explique que sa culture vient entièrement d'Internet. Et la plupart de ces complotistes ont quand même une culture qui vient d'Internet. Alors bon, les mêmes y participent. À mon avis, c'est là qu'il y a un vrai problème, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire contre ça. Oui, je note aussi qu'il y a peut-être un rôle particulier que peuvent avoir aussi les mèmes, c'est de créer des passerelles entre communautés idéologiques qui peuvent être des fois, parfois antinomiques. Il y avait un rapport de l'ISD de novembre 2021 qui avait fait justement tout un travail là-dessus. On l'évoquait tout à l'heure. C'est ce que j'évoquais, que j'avais entendu de votre part. Oui, en tout cas, moi-même, je m'étais inspiré évidemment de ce rapport de l'ISD. Et là, effectivement, donc c'est un rôle particulier qui est intéressant, encore une fois, qui est un rôle de passerelle cette fois-ci, qui n'est pas forcément de s'adresser à une communauté spécifique ou d'attaquer encore qu'ils le font tous les deux, mais ou d'attaquer en commun, peut-être, évidemment. Et là, la passerelle entre ces deux communautés, c'est l'islamisme radical et l'extrême droite radicale. Donc, en gros, et cet emploi de mème est assez déroutant et assez intéressant, parce qu'en fait, il cherche à une sorte de mutualiser ou de cibler les mêmes cibles, en gros. Voilà. C'est à travers une attaque commune sur des communautés qu'on se retrouve et qu'on partage les mêmes référents. Et donc ces communautés, c'est les LGBT+, c'est évidemment le féminisme, c'est l'idée d'une dégénérescence de l'Occident, et évidemment les Juifs. Et c'est assez spectaculaire la façon dont ce rapport, la façon qu'il a de le montrer, de voir que ces deux mêmes communautés qui sont par nature totalement antinomiques peuvent partager le même référent mémétique pour attaquer les mêmes cibles, et ça crée donc encore une fois des passerelles. Et je pense que le rôle, enfin pas le rôle, en tout cas le véhicule de ces mêmes va au-delà de simplement l'islamisme radical et l'extrême droite radicale. Je crois que c'est vraiment le grand avantage, c'est qu'ils peuvent être repris par de nombreuses communautés qui retrouvent les mêmes référents. Donc je pense que ça crée en fait des passerelles entre de nombreuses communautés. Il y a des mèmes sur le Covid, qu'on retrouve à la fois dans les milieux d'extrême droite plutôt radicale, dans les univers médecine alternative, et qui vont faire circuler le même. Et donc, ça doit créer en tout cas une proximité référentielle, on doit se retrouver, ou une certaine familiarité peut-être. Donc voilà, je pense que c'est même aussi ce rôle de passerelle entre communautés, et que c'est l'un des rôles délétères. Quand on parlait des rôles problématiques, bien c'en est un. Oui, François Josse, j'avais une question. Vous avez fait le choix dans votre livre de ne pas reproduire un certain nombre de mèmes toxiques. Pepe the Frog n'y est pas, par exemple. Vous faites allusion, mais vous ne le reproduisez pas. Happy Jew, il n'y est pas non plus. Pourquoi ? C'est vrai que c'est une conception éthique de ma part, qui est de ne pas favoriser la propagande finalement. Mais évidemment, je comprends aussi la position qui est peut-être la vôtre, parce qu'on en a parlé rapidement, qui évidemment faut aussi montrer, démonter.
déconstruire. Je sais pas. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas vouloir être la caisse de résonance de quelqu'un qui fait de la propagande. Et je trouve que c'est tout à votre honneur, même si nous, on va partager dans cette émission certains mèmes pour le déconstruire, pour illustrer notre propos, parce que l'objectif de certains de ces mèmes, notamment lorsqu'ils proviennent de la radicalité ou de l'extrême droite ou du complotisme moments radicaux, comme pour le fameux qui, lorsqu'il est visualisé, c'est de susciter l'indignation. Et en suscitant l'indignation, d'espérer être relayé par la personne qui est indignée par vos propos. C'est ce qui malheureusement marche très bien avec les fameux hashtags, où une partie de leur audience repose en grande partie sur les personnes indignées qui relayent les choses absolument scandaleuses. Donc dans l'objectif de certains, quand c'est conscientisé, ça l'est pas toujours, mais quand c'est conscientisé, qu'il y a vraiment un mème toxique qui véhicule quelque chose d'extrêmement dégueulasse, pour parler simplement, une bonne partie, c'est le relais par les personnes qui le condamnent. Donc votre posture dans votre livre de dire non, moi je ne vais pas relayer ces mêmes toxiques parce qu'ils ont d'avoir suffisamment d'audience en eux-mêmes et que j'ai pas envie d'en rajouter, c'est une démarche que je trouve parfaitement légitime, compréhensible et qui met le point sur malheureusement un des aspects mécaniques de diffusion, qui est que c'est justement en dénonçant qu'on relaye et qu'on participe à la virilisation de ces objets numériques. Et alors, dans ce que vous avez analysé justement par rapport à la viralité, par rapport à la création des mèmes, est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent toujours et qui sont constitutifs de la création d'un mème réussi ou en tout cas d'un mème qui peut a une potentialité virale? Alors bon, je pense que les bons mèmes partent d'images ambiguës. Ça c'est la première chose. Deux, il faut aussi qu'ils prennent en compte la vie des mêmes. C'est-à-dire que, vous savez, je pense parfois aux conférenciers, aux hommes politiques à qui on dit « Est-ce que tu es capable, dans ton discours, de caser choucroute alsacienne ?» Donc bon, et pour faire des mèmes, il y a un certain nombre de personnages, de types, etc., qu'il faut savoir caser. Là, évidemment, Bernie Sanders, il se retrouve aussi sur des mèmes de la guerre, où il se retrouve... ce qui me frappe aussi, c'est que la scène de Léonard de Vinci qui se retrouve partout, y compris entre Poutine et Macron, quand de part et d'autre, derrière la table. Alors pourquoi ces images-là sont des images qui sont presque des passages obligés? C'est une question, que je me suis posée d'ailleurs, mais qui est de même qu'il y a quelques tableaux qui doivent revenir, le cri, etc. Donc voilà, je pense qu'un bon mémeur aussi tient compte de toute la culture qu'il a. C'est-à-dire que on oppose, il y a une culture savante, si vous voulez, la critique d'art, etc. Mais il y a vraiment une culture pop culture où les gens, c'est pas qu'ils manquent de culture, au contraire, il y a tout un fond qui sert à la compréhension des images qu'ils fabriquent. Moi, ce que je trouve assez, un petit pas de côté, mais sur les mèmes, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que si on fait une collection d'un mème qui a été, par exemple, Bernie Sanders, on prend Bernie Sanders, donc en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va intégrer Bernie Sanders dans des centaines d'environnements différents et de décors. Eh bien, quelque part, les mèmes, on a l'impression que ce sont des sortes d'éponges à référent culturel du moment. C'est-à-dire que si on devait faire la collection de tout ce qui est associé à Bernie Sanders à un moment donné, on aurait probablement les référents du moment, des gens qui sont plus ou moins en ligne. Donc il y a une sorte de... Il y a quand même une sorte d'histoire. Ça peut revenir pas mal... mais on peut remonter jusqu'à la guerre de 14 et mettre Bernie Sanders sur la guerre de 14. Mais ça veut dire que dans l'imaginaire du moment, d'un instant T aujourd'hui, on peut encore ramener à une référence de la guerre de 14 et peut-être mettre Bernie Sanders dedans. Et donc c'est là que je trouve c'est ce mélange effectivement d'éponge à imaginaire du moment. Qu'est-ce qui c'est vrai, d'un point de vue culturel, c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'en tant que sémiologue, ce qui m'intéresse, c'est comment la même image comment le même personnage, par exemple, va changer de sens. Parce que Bernie Sanders, c'est très clair, et c'est très clair aussi avec John Travolta. Cette fois-ci, je sais pas. C'est très clair aussi avec John Travolta, c'est-à-dire que
le sens de l'image, le sens de ce personnage change en fonction de l'image. Ça rappelle un petit peu l'expérience Kuleshov au cinéma. Vous savez, le fait qu'au début du siècle, des Russes ont monté 2 images. Alors, par exemple, avec un acteur qui s'était Majouskine, une fois avec une assiette de soupe, une fois avec une femme nue, une fois avec je ne sais quoi, et on a l'impression que son visage change en fonction des images qui sont montées avec lui. C'est un peu ce qui se passe, si vous voulez, dans les mêmes, c'est-à-dire que quand Bernie Sanders se trouve derrière la scène, on a l'impression qu'il s'en fout complètement. Quand il est avec des ballons, il prend un air gay, etc. Il change en fonction du fond. Et ça va jusqu'au moment où on enlève Bernie Sanders, il ne reste que les moufles, et on le remplace par Olivier Véran, par exemple. Ah oui, là il y a c'est en train de se faire vacciner. C'est un peu une hypothèse, mais en fait je l'ai vérifié plusieurs fois, c'est qu'on va on part de l'iconique, si vous voulez, pour aller à l'idéal. C'est-à-dire que plus on avance, plus ça devient conceptuel. Jusqu'à la fin où quelqu'un va dire, mais c'est quoi ce truc? C'est un couteau dont on a retiré la lame, et dont on a changé le manche, etc. Exactement, mais d'un point de vue personnel, si je me suis intéressé au même, c'est pour ces raisons que je viens de dire, mais aussi parce que j'adore tout ce qui est variation, et si vous voulez, un même seul n'est pas amusant. Ce qui est formidable, c'est de voir les dizaines, les centaines, parce que là vous avez le même plaisir que à écouter les variations Goldberg. Est-ce que quelque part les mémeurs sont des artistes? Alors c'est compliqué de répondre à cette question, parce qu'il y en a qui sont effectivement des artistes à qui on a piqué l'image. Par exemple, la fameuse faucheuse dont vous parlez, mais c'est une autre qui se trouve avec... c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui dit... Non, il y a un type qui arrive avec du papier hygiénique, et puis la faucheuse dit « seriously ». En fait, c'est un tableau, c'est un dessin d'un auteur qui a été volé par les internautes. Alors donc lui, il y en a plusieurs qui sont des peintres au départ qui ont fait des mèmes comme ça. Il y a un certain Travis, je ne sais plus quoi, qui aussi fait ça. Alors maintenant, je pense qu'il y a un mouvement de récupération artistique des mèmes, effectivement, notamment avec le fait on vend des mèmes comme NFT, et je sais pas, le mème de la petite fille avec l'incendie derrière, je sais plus, c'est $70,000, le mème de Bad Luck Brian, justement, il a été vendu je ne sais plus combien aussi. Donc Bad Luck Brian, qui est un mème d'un petit enfant qui souriait avec l'Aridio, et qui en a profité pour faire du commerce avec ce mème. Qui a réussi à... Et donc vous avez plein de mèmes qui sont vendus maintenant comme ça, donc il y a une artificialisation effectivement des mèmes. Et alors on le voit, ça peut être un discours politique, ça peut être l'outil de propagation de fake news, pourquoi pas effectivement une œuvre d'art. Est-ce qu'il y a, selon vous, il faudrait réglementer quelque part, un peu comme on a réglementé l'affichage dans la rue, ainsi de suite, les mèmes ou leur diffusion sur les plateformes. Enfin, est-ce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là? Je sais pas, moi je suis pour la liberté. Oui, nous aussi on est pour la liberté. Mais ce qui est curieux, c'est que par exemple, il y a eu pas mal de mèmes pendant le Covid de la scène, avec par exemple des flics qui viennent et puis qui disent vous êtes plus de 13, vous êtes 13, vous n'avez pas le droit, etc. La scène, le dernier repas. Et il y en a un qui dit oui, il dit que son père est très haut placé, ou quelque chose comme ça. Donc il y a un certain nombre de mèmes de ce genre-là qui suscite aucun scandale. Alors que la même scène de Léonard Vinci, quand elle a été utilisée par Volkswagen, ou plus connu Girbeau, qui montrait un homme un peu déshabillé, etc. Il y a eu l'Église s'est révoltée contre. Il y avait une connotation il y a sexuelle, eu un procès, il y a eu un sous-texte. Non, mais même surtout le fait qu'on utilise une scène religieuse que pour gagner de l'argent, ce qui avait choqué l'Église. Là, il y en a vraiment de très, j'allais dire, impies. Ça pose pas de problème. Il y a quelques personnes qui disent tu exagères ou je sais pas quoi,
mais ça ne crée pas de scandale. Et en termes, si admettons que ce soit un mème antisémite, raciste, c'est des choses qui sont passibles qui sont sous le coup de la loi, qui tombent sous le coup de la loi, comment on peut faire? Non, mais moi je suis pour la régulation de toute façon d'Internet, donc je pense que effectivement il y a un moment où c'est pas différent de ce qui se passe dans la vraie vie. D'accord. On a cette prof d'allemand qui avait défilé avec une pancarte. Alors c'était pas un mème, c'était des noms, notamment beaucoup de noms juifs. Qui au milieu, c'est dans une manif anti-pass sanitaire, et elle avait une pancarte évidemment outrancièrement antisémite, mais il n'y avait pas écrit mort aux juifs dessus, il y avait écrit traître, des non-juifs et qui, voilà, avec des cornes et bon. Donc elle était condamnée pour ça. Mais oui. C'est pas un mème, c'est des mots. Non, en plus c'est dans la vraie vie, c'est pas viral, c'était une pancarte. Mais on pourrait imaginer que la représentation dont on parlait là tout à l'heure, le Happy Jew, c'est tellement mainstream dans la culture à la fois mémique et antisémite que oui, ça pourrait je pense que le juge, de toute façon, voit le contexte. L'intentionnalité, la référence. On a eu ce même débat sur la quenelle pendant très longtemps. Bon, encore une fois, tout dépend du contexte. Il y a des contextes où le juge va sanctionner sans aucun problème. Mais pour sortir des mèmes, là pour le coup, mais une affiche avait été éditée par Égalité et Réconciliation qui reprenait tous les codes de l'iconographie antisémite, c'est-à-dire Macron avec un brassard nazi, le symbole du dollar à la place de la croix gammée, un globe terrestre sous lui. Derrière lui, 3 juifs, Rothschild, Jacques Attali, Patrick Drahi. Encore à l'arrière-plan, des billets d'euros et de dollars, donc l'argent. Et puis sur les côtés, flanqué d'un drapeau israélien, d'un drapeau américain. Donc il y avait tous les codes. Il a été relaxé pour ça, Alain Soral. On a considéré qu'il n'y avait pas... le juge a considéré qu'il n'y avait pas de provocation à la haine raciale. Et pourtant, ça se discute. L'humour est une circonstance... Alors là, il n'y a pas d'humour. Là, il n'y a pas d'humour. C'était vraiment... Non, c'est l'interprétation, effectivement, qui était... Encore une fois, le visuel, parce que je pense que pour moi, ça relève un peu du même. Parce que les ingrédients qu'il a jetés dans cette affiche-là, c'est des clins d'œil, c'est des tournements, c'est du non-dit, c'est pour argent, le globe... Mais encore une fois, c'est sur le terrain, on est sur la zone grise de l'interprétation, évidemment. Et c'est ça toute la force, évidemment, de certains mèmes, c'est qu'ils ne sont pas toujours facilement qualifiables. Et donc, ils passent un peu... ils évitent les fourches codines, justement, de la justice et même d'une interprétation très premier degré, c'est-à-dire... peuvent dire utilement non, il n'y a rien de... C'est vous qui voyez de l'antisémitisme ou du racisme là-dedans. Non, ça reste encore un véhicule efficace et je pense qu'on n'a pas fini de les voir passer dans les milieux toxiques qu'on observe. Eh bien, pour finalement bien connaître les mèmes, est-ce que tu m'aimes de la parodie à la pandémie numérique de François Jost aux éditions CNRS Éditions. Merci François Jost d'être venu nous voir. Merci Rudy. Merci. Alors j'ai juste un truc à rajouter, un conseil lecture. C'est Carnet de campagne, c'est sorti la semaine dernière, ou ça va sortir en tout cas. Parmi les co-auteurs, il y a Morgane Navarro qui est notre dessinateur maison depuis plusieurs années maintenant à Conspiracy Watch, avec Lara, Mathieu Sapin, Coco Pello, Dorothée de Montfred et Louison. Ils ont suivi plusieurs candidats, pas tous, mais plusieurs candidats à la présidentielle. Et c'est là pour le coup très drôle, très, très bien senti souvent. Donc voilà, carnet de campagne, c'est juste pour notre dessinateur Morgane. Voilà. Et c'est chez Dargaud et Seuil. Voilà. Okay. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Likez, partagez, commentez cette émission sur les réseaux sociaux, qui a été, comme chaque semaine, évidemment réalisée par Martin Béraud. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. À bientôt.